Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de 78 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Nous serions à parler de la diversité au Cameroun et surtout de son management. Et pour en parler, nous aurons le professeur Emmanuel Kamdem pour nous édifier sur le sujet. Bonsoir, bonjour, professeur. Bonsoir. Et merci de l'honneur que vous nous faites de nous entretenir sur le sujet, le management de la diversité, un domaine que vous maîtrisez bien. On sait que vous êtes directeur de l'ESSEC, c'est vrai, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, mais nous voulions quand même, n'est-ce pas, que vous nous disiez un mot sur vous qui avez ces compétences-là pour parler de ce sujet, le professeur. Bon, ce serait peut-être prétentieux de ma part de détailler mes compétences. Simplement, retenons que je suis professeur titulaire des universités, directeur de l'ESSEC, sociologue de formation et que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de management interculturel dans le cadre global du management de la gestion des ressources humaines. Voilà brièvement ce que je peux dire en ce qui me concerne. Bien, professeur Emmanuel Kamdem, vous vous intéressez spécialement, n'est-ce pas, à l'analyse des relations entre les cultures africaines. Nous avons donc avec nous une personne de ressources pour édifier les téléspectateurs de DBS. Ben, nous allons commencer, hein, ce n'est pas un exercice académique, nous allons commencer par définir ces notions de diversité dont le Cameroun est si fier, la diversité au Cameroun. Elle renvoie à quoi, professeur? Écoutez, la diversité renvoie à ce qui ne se ressemble pas. La diversité est le contraire de l'unicité. La diversité renvoie à la différenciation. Pour bien comprendre cette notion, cette question qui est aujourd'hui une question de société, il faut partir d'un constat. Lorsque nous prenons une organisation, une entreprise et même une société, on se rend compte qu'à l'intérieur, les personnes qui vivent à l'intérieur ne sont pas toutes pareilles. Elles sont différentes suivant les formes de caractéristiques que l'on peut identifier et mettre en évidence. Ces personnes peuvent être différentes, par exemple, suivant leur genre, masculin ou féminin, peuvent être différentes suivant leur génération. Il peut s'agir des personnes âgées, des personnes jeunes. Ces personnes peuvent être différentes de par leur statut professionnel. On va retrouver, par exemple, des cadres, des dirigeants, des employés. Ces personnes peuvent être dirigeantes de par leurs origines nationales. On va donc s'intéresser à leur nationalité. Elles peuvent être différentes de par leurs origines régionales. Dans le cadre d'un pays, elles peuvent provenir de différentes régions ou des différentes structures constitutives du pays. Elles peuvent être différentes anthropologiquement parlant, de par leur groupe communautaire d'origine, ce qu'on traduit en termes d'ethnicité, des groupes ethniques auxquels elles appartiennent. Elles peuvent être différentes de par leur forme d'expression linguistique. Certains vont parler français, d'autres anglais, espagnol, etc. Et donc la question de la diversité, c'est de pouvoir reconnaître l'existence de ces différences. Je parle au pluriel, pas au singulier, de ces différences comme constitutives d'une organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une administration publique ou de toute autre forme d'organisation. Et même au-delà des organisations, que ces différences soient constitutives de la société. C'est-à-dire que quelle que soit la société dans laquelle on se trouve, quel que soit le continent et quelle que soit l'époque, on va retrouver des personnes tout aussi différentes, suivant l'un ou l'autre, suivant l'une ou l'autre des caractéristiques évoquées. Et donc la question qui se pose est de savoir comment, dans un premier temps, prendre en compte ces différences, les reconnaître. Deux, comment faire en sorte que la prise en compte de ces différences ne puisse pas être une source d'obstacles pour le fonctionnement de l'organisation. Si nous prenons le cas d'une entreprise, tout en reconnaissant ces différences, la question est de savoir comment faire pour que ces différences ne soient pas une source de blocage
ou une source d'antagonisme entre des personnes au sein de l'organisation. Donc il faut en quelque sorte reconnaître ces différences. Ensuite, il faut pouvoir les mobiliser, en faire en quelque sorte un atout ou des atouts majeurs pour la performance. Donc l'analyse que je fais sur le cas d'une entreprise est tout à fait vraie s'agissant d'une organisation publique, s'agissant de l'État et s'agissant de la société en général. Donc voilà à quoi renvoie cette notion de diversité et la question que pose son management. Le Cameroun aurait-il mal à sa diversité? Le Cameroun aurait-il mal à sa diversité? Oui et non. D'abord non, parce que c'est une richesse, la diversité. On observe aujourd'hui que les sociétés au monde les plus performantes, les sociétés au monde dans lesquelles on constate une maturité développée des populations, sont celles qui ont réussi à créer une véritable nation en fusionnant les différentes formes de différences constitutives de la société. Et oui, parce que effectivement, on observe dans notre pays, comme partout ailleurs en Afrique, parfois des rivalités, des antagonismes, pour ne pas dire des conflits sociaux, qu'on cherche à tort ou à raison à rattacher justement à ces différences. Et à partir de ce moment-là, la diversité risque de devenir problématique dès lors qu'elle est instrumentalisée, en ce sens que la référence à cette question de diversité, en d'autres termes, la référence aux caractéristiques d'une personne peut être utilisée comme un argument ou un atout pour soit bénéficier des privilèges ou d'avantages, soit ne pas accéder à certains privilèges ou à certains avantages. C'est à ce niveau que la diversité devient problématique. Autrement dit, dans quel domaine cette diversité est-elle plus sensible sur le plan de l'organisation de l'entreprise, vous l'avez dit, mais il y a aussi le plan ethnique, le plan régional même. Bon, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction des pays, des sociétés, l'analyse de la diversité va dépendre des catégories de différenciation ou des domaines de différenciation. Okay. Si nous prenons une société comme, je commence par l'extérieur avant d'arriver au cas du Cameroun, prenons un pays comme l'Afrique du Sud. Dans ce pays, l'analyse de la diversité met principalement en évidence la constitution de la société sud-africaine autour de différents groupes communautaires, par exemple des Sud-Africains originaires d'Occident, les descendants des populations britanniques, hollandaises qui se sont installées en Afrique du Sud depuis longtemps, bien entendu les populations africaines, noires, bantous. On va aussi retrouver des populations originaires de Chine, originaires d'Inde. Donc on aura plusieurs communautés. Et donc la question de la diversité dans le cas d'un pays comme l'Afrique du Sud va davantage se cristalliser autour de l'appartenance à l'un ou l'autre des groupes. Si nous prenons le cas d'un pays comme les États-Unis, nous savons que dans ce pays, la question de la diversité pendant longtemps s'est cristallisée autour de la différenciation des communautés dites raciales à tort ou à raison, c'est-à-dire les Américains d'origine occidentale, les Américains d'origine asiatique, les Américains d'origine latino-américaine et bien sûr les Américains d'origine africaine, sans oublier les populations autochtones d'Amérique qui sont en quelque sorte les premières populations ayant occupé ce continent découvert par le navigateur Christophe Colomb. Si nous prenons le cas d'un pays comme la France aujourd'hui, cette question de diversité se cristallise essentiellement autour de la constitution de la société française, du peuplement de la société française en fonction des origines des uns et des autres. On retrouve aujourd'hui en France des Français d'origine maghrébine, d'origine africaine subsaharienne, d'origine asiatique, d'origine de différents pays d'Europe de l'Est. Et donc, si nous en arrivons à notre pays, le Cameroun, cette question de diversité, de plus en plus, on l'observe aujourd'hui, se focalise essentiellement autour de la question de l'ethnicité, c'est-à-dire du rattachement ou de la volonté, à tort ou à raison, de rattacher chaque citoyen à une communauté ethnique
parmi les différentes communautés présentes au Cameroun. Mais ce n'est pas que cette catégorie, l'ethnicité, qui fait l'élément majeur d'analyse de la diversité au Cameroun. Il y a par exemple la question linguistique. Vous savez bien qu'au Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on débat, on se pose la question, est-ce que c'est un anglophone, c'est un francophone, est-ce qu'il faut présenter en anglais ou en français, est-ce qu'il faut présenter dans les deux langues? Donc le fait de prendre en compte cette différenciation linguistique, français-anglais, sans oublier, bien entendu, nos langues locales, nos langues communautaires. Donc, ça renvoie à la diversité. Et donc, suivant les pays, la catégorie d'analyse de la diversité va changer. Et ce changement s'explique considérablement par les formes de peuplement, c'est-à-dire l'historicité du peuplement, c'est-à-dire comment s'est constituée la population qui habite sur un territoire. Quelles ont été les origines de ces différentes populations et comment ces populations sont entrées en interaction avec les populations venues d'ailleurs, que ce soit au niveau du continent, que ce soit au niveau du reste du monde. Est-ce qu'il y a un problème anglophone au Cameroun? Je ne dirais pas qu'il y a un problème anglophone au Cameroun, je dirais simplement qu'il y a un problème de diversité et de gestion de cette diversité dans la perspective que, de mon point de vue, en tout cas, cette diversité, qu'on parte d'une hypothèse que la diversité camerounaise est une source d'enrichissement mutuellement bénéfique. Et donc, cette diversité camerounaise, quelle que soit la catégorie d'analyse, l'ethnicité, la langue, le genre, l'appartenance générationnelle, la région d'origine, quelle que soit la catégorie d'analyse, cette diversité doit être considérée comme une force et non comme une faiblesse, doit être considérée comme une opportunité. Donc nous devons pouvoir réussir à faire en sorte que nos différences respectives, quels que soient les domaines dans lesquels ces différences sont analysées, puissent être mobilisées, puissent concourir davantage à la construction d'une nation diverse, c'est-à-dire d'une nation au sein de laquelle, quelle que soit la langue que l'on parle, le groupe auquel on appartient, la région dont on vient, le sexe, etc., qu'on se sente pleinement citoyen en mesure d'apporter sa contribution optimale à la construction de la nation et au développement de la nation. Professeur Kamden, là vous présentez le Cameroun tel qu'il devrait vivre sa diversité, mais à la vérité... Mais justement, c'est parce qu'il y a des revendications, dont des problèmes, qu'il faut esquisser des mesures, des ouvertures pour savoir pourquoi ces problèmes existent et surtout pour envisager des pistes de solutions. Nous allons, avant que de revenir à la charge, nous intéresser aux dispositions prises par les pouvoirs publics pour gérer cette diversité. Je pense que la disposition la plus manifeste à ce jour est contenue dans la Constitution qui date de 1996, qui reconnaît que l'État assure la préservation, si j'ai bonne mémoire, l'État assure la préservation des droits des populations autochtones ainsi que des minorités. L'idée majeure étant que l'État a en quelque sorte une responsabilité sociale vis-à-vis des populations autochtones, vis-à-vis des minorités. Donc je crois que ça, c'est la disposition vraiment centrale qui est contenue dans la Constitution du Cameroun. Donc, si vous voyez, en quelque sorte, la question n'est pas totalement éludée au niveau du législateur ou au niveau du décideur politique. Oui, mais là, nous, on ne s'accorde toujours pas sur la notion d'autochtonie ou alors de... Évidemment, c'est justement à ce niveau qu'il va falloir que des clarifications soient apportées. Par exemple, pour dire clairement, ça veut dire quoi être autochtone au Cameroun? Ça veut dire quoi être membre d'un groupe minoritaire au Cameroun? Je crois qu'il y a encore des avancées attendues pour pouvoir spécifier un contenu à ces différentes notions. Parce que justement, le fait de les poser, ces notions, cette catégorisation globale, sans préciser davantage les termes, ça peut laisser cours à toutes sortes de dérives, de déviations et bien entendu d'abus ou d'excès. Quel est votre point de vue là-dessus? Il serait, de mon point de vue, en tant que chercheur, sur ces questions, qui serait intéressant de faire évoluer la législation. Pour, par exemple, concrètement, dire au Cameroun, quand on parle d'une catégorie dite autochtone,
voilà à quoi cela renvoie. Quand on parle d'une catégorie dite minorité, voilà à quoi cela renvoie. Je voudrais prendre un exemple simple. Nous avons vu il y a 2 ou 3 ans une loi passée à l'Assemblée et qui est déjà appliquée, qui exige par exemple que les personnes handicapées physiques puissent bénéficier d'un certain nombre de protections, que ce soit pour l'accès à des emplois. Ouais. Là, c'est une mesure qui, de mon point de vue, va dans le sens de cette disposition contenue dans la Constitution. En ce sens que le fait pour le législateur national de reconnaître que les personnes handicapées physiques, de par leur handicap physique, n'ont pas les mêmes possibilités, par exemple, de se faire soigner ou d'étudier ou de trouver du travail, et qu'il revient à l'État de faciliter l'accès de ces personnes à des emplois. Donc je pense qu'il s'agit déjà d'une mesure qui va dans le sens indiqué, visant donc à considérer que quand on est porteur d'un handicap physique, on peut être considéré comme une catégorie dite minoritaire. Bon, si je fais la comparaison avec ce qui se passe avec d'autres pays, prenons un pays comme le Canada, dans lequel la question de la diversité a été largement traitée dans le cadre de la politique dite de multiculturalisme, la Constitution de ce pays a effectivement reconnu des catégories sociales considérant comme constitutives de la diversité canadienne. Il s'agit par exemple des handicapés physiques, il s'agit aussi des femmes qui, bien que minoritaires sur le plan démographique, sont majoritaires sur le plan démographique, sont considérées comme une minorité dans le sens des possibilités limitées d'accès aux emplois. Et toujours dans le contexte du Canada, les populations autochtones dans ce pays sont les populations, les premières populations à s'être installées, enfin à avoir habité sur le continent nord-américain, ce qu'on appelle généralement les Indiens d'Amérique, des populations qui habitaient le continent avant l'arrivée des Européens. Et enfin, dernière catégorie constitutive de la diversité dans ce pays, ce qu'on appelle les minorités dites visibles, c'est-à-dire les populations qui, de par leurs caractéristiques physiques, raciales et autres, se différencient des populations habitant du pays. Il s'agit principalement des populations originaires d'Asie, d'Afrique, etc. Bon, dans le cas de ce pays, comme le Canada, la question de la diversité sur le plan des textes réglementaires, disons, est en quelque sorte bien régulée, puisqu'elle définit bien les catégories, et même au niveau de certaines dispositions réglementaires, il est prévu des dispositions en faveur de ces populations. Par exemple, dans des offres d'emploi, on trouvera fréquemment l'observation suivante à la fin de l'offre d'emploi: les personnes de sexe féminin ou les personnes issues de l'immigration, leurs candidatures seront examinées avec beaucoup d'attention. Donc c'est une manière de dire que par rapport aux emplois offerts, il serait intéressant que les personnes de ce sexe ou les personnes de ces origines puissent candidater. Et je vous fais remarquer que cette observation que l'on trouve très souvent au bas des offres d'emploi se font également dans des organisations internationales. Si vous prenez les offres d'emploi de grandes organisations comme la Banque mondiale, les Nations unies et autres, quand ils font une offre d'emploi, très souvent, il y a toujours cette observation. Les candidatures originaires de personnes présentant telle caractéristique sont sollicitées, sont souhaitées ou seront examinées avec une très grande attention. Et je suppose que vous comprenez comme moi que lorsque ces annotations sont faites, c'est un appel en quelque sorte à ces candidatures, aux candidatures des personnes, parce qu'on considère que ces personnes ne sont pas encore suffisamment représentées au sein de ces organisations. Parce que l'autre volet de la question de la diversité, du management de la diversité, c'est aussi la question de la représentation. Lorsque dans une organisation ou dans une société, vous avez, comme on l'a dit, on l'a vu au début, des personnes différentes suivant les critères de différenciation. L'autre problème va être comment
ces différences sont représentées dans les structures organisationnelles, dans les entreprises, dans les administrations, etc. Est-ce qu'il y a des catégories qui sont tout à fait absentes? Est-ce qu'il y a des organisations dans lesquelles on ne retrouve qu'une seule catégorie de personnes? Alors pour un souci de paix sociale, d'harmonie sociale, on se dit, en tant que manager de la diversité, on se dit, il est souhaitable, hautement souhaitable, que les différentes catégories de personnes présentes dans une société soient représentées. Par exemple, au niveau de la représentation politique, dans les structures de gestion politique du pays, au niveau de la représentation professionnelle, économique, dans les entreprises, etc. La fameuse, j'allais dire, notion d'équilibre régional. Ma position, elle est claire. Des notions ou des concepts tels l'équilibre régional, le système des quotas, pour moi, ne reflètent pas la réalité des problèmes. Je préfère parler de la diversité et du management de la diversité. Par exemple, parler d'équilibre régional ou d'équilibre sociétal, à quoi cela renvoie? On ne peut pas équilibrer en quelque sorte. Si vous avez deux régions qui, sur le plan écologique, sur le plan environnemental, sur le plan climatique et autres, sont différentes, comment pensez-vous qu'il faille équilibrer ces régions? Vous voyez? Donc c'est pour ça que je trouve que la notion d'équilibre régional, elle est limitative. Elle ne reflète pas la réalité du problème. Pareil, lorsqu'on fait référence à des quotas. Je crois qu'il est important de poser le problème de manière systémique, de manière globale, en disant, il y a une diversité dans la société. Comment procéder pour faire en sorte que cette diversité ne soit pas une source d'antagonisme, ne génère pas des conflits, mais que cette diversité soit davantage une richesse ou représente des richesses qui soient mobilisées pour l'amélioration du cadre de vie des uns et des autres, et pour aussi permettre que chaque personne qui vit dans la société ait ce sentiment profond d'appartenance. Parce que c'est ça le véritable problème, le sentiment d'appartenance. Qui que l'on soit, lorsque dans une organisation ou dans une société, on éprouve à tort ou à raison ce sentiment de marginalisation, ce sentiment d'exclusion, ce sentiment que je ne compte pas, on ne me reconnaît pas. C'est ça le début des problèmes. Et le management de la diversité a principalement pour but de faire en sorte que, quelles que soient les mesures prises, que personne n'ait ce sentiment, à tort ou à raison, qu'il ne compte pas, qu'il ne fait pas partie de la société. Et donc, pour revenir à votre question, je pense pour ma part que parler de management de la diversité est beaucoup plus, reflète beaucoup plus la réalité que de parler d'équilibre régional ou de parler de répartition par quota. Ceux qui ont pensé à cela, vous ne pensez pas que c'était une façon pour eux, n'est-ce pas, de manager, de gérer, n'est-ce pas, cette Tout à fait. Ceux qui en ont parlé, je ne leur en veux pas, je ne leur fais pas le reproche, non. Bien au contraire, je trouve qu'ils ont eu le courage d'évoquer la question, de poser le problème. Mais vous savez, le monde évolue. La réalité des sociétés change. La manière, la vision des problèmes change. Donc, l'idée qu'on puisse passer de l'équilibre régional ou de la gestion des quotas au management de la diversité me paraît comme une avancée dans la prise de conscience de ces questions dans notre société. Donc, il y a eu des situations passées, il y a eu une histoire, mais le monde aujourd'hui évolue et je crois qu'il est important de tenir compte de ces évolutions pour reformuler, notamment la manière de désigner un certain nombre de problèmes. Je vais peut-être appuyer où ça fait mal, des postes, hein, parlons-en, des postes, des recrutements qui se font, des nominations à certains postes de responsabilité qui, j'allais dire, sont discriminatoires. Il y a des postes qui ne sont occupés que par des gens d'une même région, des postes qui ne sont occupés que par des gens d'une même ethnie. Vous ne pensez pas que c'est ce qui fait plus mal au Cameroun? Bon, ça c'est le constat. C'est le constat. Je ne dirais pas le contraire. Une fois encore, je dis, comment faire en sorte qu'on puisse passer du constat à la progression, à l'amélioration. Mon propos n'est pas de dire il n'y a pas de problème au Cameroun.
tout est parfait dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas une société au monde où tout soit parfait. Chaque société a ses problèmes de diversité, gère ses problèmes de diversité à sa manière. Et la manière de gérer cette diversité peut être plus ou moins génératrice de succès ou d'échec. Donc ce que vous dites s'agissant du Cameroun, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Maintenant, la question est de savoir comment nous faisons pour avancer. Des problèmes surgissent, on a l'impression que ça surprend tout le monde, ce qui fait dire à certaines personnes que le Cameroun est une poudrière. On l'a vu dernièrement à Douala, lorsqu'il y a eu des problèmes à Daïdo. Mais ce sont, de mon point de vue, des comportements qui vont à l'encontre de ce souci d'un management fructueux de la diversité. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'instrumentaliser la diversité, c'est de stigmatiser des personnes. Parce que, ayant telles origines ou appartenant à tel groupe, ça c'est la pire des choses à ne pas faire. La stigmatisation, l'instrumentalisation, voire la récupération politique. Parce qu'on a vu dans d'autres régions du monde, dans d'autres pays, que très souvent, cette manière de procéder a plus créé des problèmes, a plus généré des conflits qu'aider à les résoudre. Donc, une fois encore, nous faisons un ensemble de constats et la question fondamentale, c'est de savoir comment partir des constats qui sont faits pour trouver des solutions meilleures. Nous ne sommes pas le seul pays au monde qui vit ce genre de problème. Il y a des pays dont le contexte de diversité est bien plus compliqué que celui du Cameroun, sans que pour autant on vive ces... Prenons un pays comme l'île Maurice. L'île Maurice, c'est vrai, c'est un petit pays, mais c'est en même temps un continent, dans le sens où la population mauricienne, elle est à la fois composée de descendants d'occidentaux, européens, britanniques ou français, des Africains issus du continent, des Asiatiques, qu'il s'agisse des Indiens ou des Chinois. Mais toutes ces populations vivent sur cette île, chacune parlant sa langue, pratiquant sa religion, vivant avec ses habitudes rituelles héritées des pays d'origine des ancêtres. Rarement on a entendu qu'à l'île Maurice, il y a eu des conflits, une déflagration. C'est vrai qu'il y a parfois eu des situations à la suite d'incidents qui ont fait que certains groupes se soulèvent contre d'autres, mais de façon globale et en se référant à la durée, ce pays n'a pas connu un retard économique ou des crises sociétales profondes du fait de ces différentes origines. Quelle est donc, à quoi je voudrais en venir? À l'idée que c'est pas parce qu'on est très différent que forcément on est amené à nous considérer comme en conflit permanent les uns vis-à-vis des autres. C'est pas ça le management de la diversité. Le management de la diversité, c'est dire nous sommes différents. Ok, tous différents. Comment faire en sorte que nous puissions optimiser nos différences pour créer ce cadre global dans lequel chacun va pouvoir vivre avec ses différences et contribuer avec ces différences à l'élaboration d'une société meilleure. Professeur Kamdem, cela peut quand même inquiéter. Dire, c'est vrai, mais pratiquer, c'est encore mieux. Quand on sait que cette question a même, à un moment, fragilisé, si elle ne fragilise pas davantage les hommes de Dieu et l'Église. Même au sein de l'Église, on a eu, n'est-ce pas, il y a eu des secousses, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion, n'est-ce pas, de cette diversité. Et je n'en voudrais pour preuve, par exemple, que la nomination de Père son âme, Monseigneur Wokin, à Yaoundé, et où, une fois de plus, n'est-ce pas, des populations n'avaient pas vu cela d'un bon œil. Et pareil pour la nomination de Monseigneur Atanga à Bafoussam. Heureusement que le Saint-Siège aura compris, n'est-ce pas, qu'il aurait fallu, n'est-ce pas, le déplacer pour Berthois. Même au sein de l'Église, où cela est dit, la diversité continue de créer des problèmes. C'est inquiétant. Mais écoutez, l'Église n'est pas hors contexte sociétal. L'Église fait partie d'une société. Les acteurs, les membres de l'Église sont les citoyens d'un pays. Donc plus ou moins, ils intègrent aussi les valeurs, les comportements. L'Église, je veux dire, n'est pas au-dessus
de la société. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au fond, ça peut vous paraître surprenant que ce genre de questions se retrouvent au sein des églises. Mais moi, en regardant, je me dis au fond, c'est qui l'Église? Quelles sont ces personnes qui chaque dimanche ou les autres jours saints vont dans les lieux de culte? Ben, c'est vous, c'est moi. Et nous vivons dans une société, dans un pays où ces questions se posent de manière très, très forte. Donc, je ne vais pas être surpris qu'il se passe ainsi à l'Église. Mais encore une fois, je me dis, puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir faire? Et c'est peut-être là où la responsabilité de l'Église est beaucoup plus forte, dans le sens où, lorsqu'on regarde les discours dans beaucoup de religions, c'est des discours qui prônent généralement la non-violence, qui prônent la fraternité, qui prônent l'amour, puisque nous sommes tous fils de Dieu. Et simplement, ma réflexion sur la question, c'est de mettre beaucoup plus en évidence la responsabilité des hommes et des femmes d'Église comme acteurs qui devraient pouvoir contribuer fortement à ce que la diversité et son management ne soient pas une source de conflit. Puisque nous parlons de l'Église, pardonnez-nous la faiblesse de rester une tant soit peu dans l'Église. Pour rappeler la dernière sortie de Monseigneur... mon appréciation, c'est... je pense que l'archevêque de Yaoundé est parti d'une situation que je considère comme un vrai problème. Il y a un problème de diversité et de management dans notre pays. C'est incontestable. Je pense aussi que le constat, que l'analyse faite a un peu, je dirais, il y a eu un biais dans l'analyse. Parce que si je me réfère à ce que j'ai lu ou à ce que j'ai entendu, bon, vouloir expliquer la forte présence majoritaire d'étudiants ou d'enseignants de telle ou telle origine par le fait que, bon, est-ce que c'est parce qu'ils tricheraient? Bon, je crois que c'est malheureux. Bon, c'est malheureux. Est-ce que c'est forcément parce que l'on triche? Je pense pas. Je crois que, puisque nous allons dans le sens des solutions, ben, pour cette question, qui fait que, parfois pour des recrutements, au niveau des universités, il y a un grand nombre de candidats de telle ou telle région qui parfois se retrouvent parmi le plus grand nombre d'admis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, c'est diversifier autant que possible l'offre de formation. C'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, pour qu'il n'y ait pas ce sentiment que si je vais quelque part et que je ne suis pas retenu là-bas, c'est à cause de mes origines religieuses, ethniques, communautaires. Donc moi, la solution pour ce problème, dont je suis tout à fait d'accord qu'il existe, c'est-à-dire le problème de la ou de la sous-représentation de telle ou telle catégorie de citoyens dans les recrutements, une des pistes de solution, c'est la libéralisation, la diversification, la multiplication des offres de formation. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au plan gouvernemental, où on observe que de plus en plus d'universités privées sont créées, de plus en plus d'établissements privés sont créés. Je pense que cela fait en sorte que l'offre soit plus grande et donc chacun puisse, en fonction de ses ressources, en fonction de ses croyances, en fonction de ses convictions, que chacun puisse trouver un endroit où aller. Professeur Emmanuel Kamdem, vous nous édifiez sur le management de la diversité. Ben, c'est vrai que tellement c'est votre dada que de temps en temps vous voulez en parler. Mais nous allons dans une deuxième partie, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de cette émission en parler. Vous croyez qu'il existe des minorités ethniques au Cameroun? Est-ce qu'il existe des minorités ethniques au Cameroun? Dans le sens où on définit cette minorité en se référant à la taille, aux effectifs, ce qu'il faudrait avoir comme élément d'appréciation, c'est de savoir à peu près que représentent en termes d'effectifs les différents groupes ethniques. Et de ce point de vue, il faudrait parler avec des chiffres. Il faudrait parler de façon scientifique, avec un tableau qui permet de dire que bon,
les populations de tel ou tel groupe ethnique représentent tel ou tel pourcentage de la population. Je pense donc qu'il est fort possible qu'il existe des minorités ethniques. Ben, écoutez, les Pygmées représentent un groupe qui peut être considéré comme une communauté dans le sens anthropologique du terme. Combien sont-ils aujourd'hui les Pygmées? Je crois qu'ils représentent par exemple une forte minorité. Si je prends d'autres catégories, prenons ces populations éleveurs que l'on trouve sur nos routes dans différentes régions du Cameroun. Je pense au Bororo, par exemple. Qu'on appelle également Bororo. Qu'on appelle, voilà. Vous voyez que moi-même, je ne suis pas tout à fait à mesure de trouver le terme qu'il faut pour désigner ces populations. Bon, ces populations nomades et essentiellement éleveurs, probablement qu'elles représentent une minorité, dans le sens où je ne pense pas qu'on les retrouve partout, et même là où on les retrouve, elles sont en nombre peu par rapport aux autres groupes. Je n'ai pris que ces deux exemples, les Pygmées, les Bororo. Peut-être qu'il y a d'autres groupes partout au Cameroun qui, sur le plan anthropologique, sur le plan ethnique, ne représentent pas un nombre important. Donc voilà, je crois qu'il faudrait avoir des données chiffrées pour pouvoir répondre à la question, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Oui, c'est de là à penser que ce sont aussi ces deux grands groupes, n'est-ce pas, sont des populations autochtones du Cameroun. On franchirait le pas. Oui, mais écoutez, c'est pareil pour population autochtone ou pas. Je crois qu'il faudrait, pour bien répondre à votre question, se référer à ce qu'a écrit le grand scientifique camerounais, le père Angelin Veng, à qui on doit rendre un grand hommage pour avoir écrit l'histoire du Cameroun en 2 tomes et surtout expliqué le processus de peuplement des populations camerounaises. Dans son ouvrage, le père Angelin Veng, par exemple, dresse la catégorie des groupes ayant peuplé depuis très longtemps le Cameroun. Il explique comment les flux migratoires d'une région à l'autre du Cameroun, et je pense qu'on gagnerait beaucoup à actualiser ces travaux et à conduire d'autres travaux susceptibles de nous donner des indications chiffrées, précises sur la constitution de la population camerounaise en fonction des origines des uns et des autres. Sans verser dans l'ethnologie, il y a des groupes, n'est-ce pas, qui se sentent minoritaires ou se disent minoritaires et qu'on assimile à d'autres groupes. Ce que vous dites dans ce cas, on dit tel groupe est assimilé. Vous pensez qu'il y a des assimilés à certains groupes? Alors, cette notion d'assimilation peut trouver une explication à différents niveaux. Lorsque des personnes se ressemblent ou ont des mêmes rites, des mêmes habitudes, cela conduit forcément à faire de l'assimilation, qui peut être juste ou pas juste. Il me semble que sur cette question, il reste encore beaucoup à faire au plan de la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est-à-dire une recherche en mesure de pouvoir dresser en quelque sorte la typologie des groupes constitutifs de la population camerounaise en termes de caractéristiques spécifiques, en termes de quantification. Mais une fois encore, j'insiste beaucoup, pas pour exprimer une situation de majorité des uns ou de minorité des autres, pour savoir exactement quelle est la base constitutive de la diversité camerounaise. Et donc, pour savoir comment élaborer et mettre en œuvre une politique de management de la diversité qui tienne compte de ces différenciations. Mon propos n'est pas de dire qu'il faille absolument dresser des catégories et mettre chaque citoyen dans une catégorie anthropologique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un, quelle que soit sa catégorie d'origine ou d'appartenance, qu'il n'ait pas ce sentiment d'exclusion, de marginalisation du fait de son appartenance à tel groupe ou à telle catégorie. Et donc, quand vous dites ce sentiment, c'est vrai, il existe. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, un citoyen ait ce sentiment d'exclusion ou de marginalisation? Il faut donc arriver à ce que ce sentiment ne soit pas quelque chose de récurrent, quelque chose d'habituel.
Et d'où la question de la représentation, de la prise en compte des uns et des autres. Et pour y arriver, il faudrait déjà savoir quels sont les différents groupes, quelles sont les différentes catégories. Je termine en disant qu'il ne faudrait pas réduire la diversité camerounaise aux origines ethniques, aux origines régionales. Il y a par exemple ce problème du bilinguisme au Cameroun, suivant qu'on soit français, qu'on parle français, pardon, ou qu'on parle anglais, suivant que, bon, la maîtrise de l'une ou de l'autre langue peut, par exemple, vous être plus ou moins favorable si vous voulez accéder à certains emplois. Il y a le problème aussi de la différenciation religieuse, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une catégorie d'analyse de la diversité. Nous savons qu'au Cameroun, on trouve des catholiques, des protestants, des personnes qui adhèrent à ces nouvelles religions non orthodoxes, pour reprendre les termes du sociologue Henri de Roche. On trouve aussi des personnes qui peut-être ne sont pas croyantes, mais qui représentent aussi une composante de la diversité. Il ne faut pas penser que tous les Camerounais croient en Dieu. Il y a peut-être des Camerounais qui pensent que Dieu n'existe pas, qui ne croient pas en Dieu, et qui ont tout à fait, je ne dis pas qu'ils ont raison de le penser, mais c'est leur conviction. Mais ces personnes sont aussi les citoyens. Et on ne peut pas les stigmatiser parce qu'elles refusent de croire en Dieu ou qu'elles disent ouvertement qu'elles ne croient pas en Dieu. Professeur, merci d'embrayer d'ailleurs, n'est-ce pas, dans ce domaine. On s'en voudra de ne pas évoquer cette diversité sur le plan, j'allais dire, magico-ésotérique. Ça coule les rues maintenant. On parle davantage même d'orientation sexuelle volontaire ou involontaire au Cameroun. Bon, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ailleurs dans le monde, principalement en Occident, en Europe, en Amérique, l'orientation sexuelle, sur le plan scientifique, est considérée aujourd'hui comme une catégorie d'analyse de la diversité, dans le sens de la reconnaissance des droits à chacun de vivre sa sexualité comme il l'entend. Je pense que c'est un problème de société. Si l'Occident est à ce niveau, pense qu'il est bon aujourd'hui que chacun soit libre d'exprimer ou de vivre sa sexualité comme il l'entend, en tant qu'Africain, je pense aussi que chaque société a des valeurs fondamentales qu'il faut reconnaître, qu'il faut respecter. Et une des valeurs fondamentales des cultures africaines est celle de la différenciation des sexes. Un homme, une femme, un père, une mère. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le discours dominant, pour ne pas dire dominateur de l'Occident, sur la reconnaissance des droits de certaines catégories en fonction de cet élément d'orientation sexuelle, je ne pense pas qu'il soit bon aujourd'hui que ce discours soit considéré comme un référent international, au point où toutes les autres sociétés du monde devraient s'arrimer à cela. Mais si tel est le cas, pourquoi ces sociétés occidentales ne reconnaîtraient pas aussi le phénomène de la polygamie comme un droit, c'est-à-dire qu'un Camerounais aujourd'hui qui est polygame, qui décide d'aller s'installer en France ou aux États-Unis, qui revendique par exemple qu'il soit reconnu comme polygame. Vous savez bien que dans ces pays, la polygamie officiellement n'existe pas. Les populations polygames sont obligées, en tout cas officiellement, de cacher leur polygamie, parce que la loi dans ce pays n'autorise pas la polygamie. Alors, ceux qui veulent la reconnaissance des droits des populations homosexuelles, pourquoi celles et ceux-là considèrent que être polygame, c'est pas normal? Vous voyez? Donc, il y a un problème d'idéologie culturelle. L'Occident développe une idéologie culturelle autour d'un certain nombre de valeurs. Je ne pense pas qu'il soit bon pour nos sociétés d'adopter de façon globale, automatiquement, ces idéologies. Je crois que ce que nous faisons dans nos sociétés, nous les avons pratiquées depuis des décennies, peut-être depuis des millénaires. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, subitement, il faille remettre en cause